Le géant du pays des glaces. Laurence Fugier, illustré par Julia Chausson. Ce conte, comme tous les contes, a traversé les siècles de bouche en oreille, de souvenirs de grands-parents en paroles de conteurs. Il a croisé bien d'autres contes, parfois venus d'ailleurs, et s'est ainsi changé au fil des années. Avant que votre mémoire de lecteur ne le transforme encore, quand, à votre tour, vous le raconterez. Aslak est éleveur de rennes. Il a établi son campement au bord du lac Vuolvojavri. Il vit là avec sa femme, sa grande fille, ses 2 jeunes garçons et leurs 25 reines. Dès les premières gelées, ils ont dressé leur tente en peau tout près de 3 solides bouleaux. Et là, autour du feu, comme toutes les familles samies de Laponie, ils s'occupent pendant l'interminable hiver polaire en parlant, en cousant, en cuisinant ou en taillant des objets dans du bois de renne. Chaque matin, Aslak sort avec Marette, sa fille aînée, pour guetter l'apparition du soleil, car le soleil ici, il ne faut pas le manquer. Les journées durent à peine plus d'un éclair, et les nuits une éternité, juste troublées par la lune et les aurores boréales. Aslak et Marette relèvent leurs filets de pêche, puis inspectent leurs pièges à perdrix avant le retour de l'obscurité. Ils scrutent chaque trace, et de temps en temps, ils jettent un regard inquiet de l'autre côté du lac. C'est ici, depuis la nuit des temps, les stélos font faire des cauchemars à tous les enfants, mais aussi aux grands. Ces géants voleurs de rennes peuvent jaillir de n'importe quel rocher, piller un campement ou dévorer sur place tous les plats qui leur tombent sous la main. Et parfois même avaler la cuisinière. L'un de ces stélos vit de l'autre côté du lac Vuolvojavri, au fond d'une grotte, au creux de la montagne. Chaque jour, quand le soleil hivernal teinte de rose l'épaisse glace qui recouvre le lac, le géant observe longuement le campement d'Aslak. Les bonnes odeurs de poisson et de viande qui s'en échappent lui mettent l'eau à la bouche. Et, depuis l'entrée de sa grotte, le stélo se dit que les belles joues rouges de la grande fille d'Aslak doivent avoir le parfum des premières mûres polaires de l'été. Un matin particulièrement glacé, le stélo se dresse brusquement. Il ne supporte plus de vivre sans femme pour lui cuisiner de bons repas et lui tenir compagnie. Voilà qu'il sait enfin où trouver celle qui sera son épouse. Sans hésiter, il traverse le lac gelé, longe l'enclos des rennes et marche droit vers la tente d'Aslak. À l'intérieur, parents et enfants s'activent autour du foyer. Le père taille avec son couteau des boutons dans des bois de renne, et Marette surveille avec sa mère la cuisson du poisson. Soudain, le sol se met à trembler. Et un instant après, le stélo apparaît à l'entrée de la tente. La mère et la fille se figent de terreur. Les garçons cachent en toute hâte les petits rennes en bois avec lesquels ils jouaient, et Aslak serre fort son couteau. Lorsque le stélo aperçoit l'étagère où sont rangés les aliments, il se jette dessus et dévore, en quelques coups de mâchoire, petits pains, filets de viande séchée et saumon fumé. Personne ne réagit. Aslak pose même son couteau. Que faire contre cette créature plus féroce qu'un ours affamé? Soudain, le géant s'immobilise. Si le stélo a le pied rapide, il a l'esprit assez lent. Il aperçoit Marette et se souvient au même moment de la véritable raison de sa visite. « Je viens épouser ta fille », annonce-t-il au père, la bouche encore pleine de poissons. Aslak manque de s'effondrer.
S'il refuse, le géant furieux réduira en poussière le campement. Mais s'il accepte, il devra laisser sa fille partir avec cet être rustre et brutal. N'a pas oublié l'effroyable destin de Njavis et Adjis, deux frères qui, partis à la chasse au renard, ont fini dans l'estomac d'un stélo, ne laissant dans la neige que leur pauvre paire de skis. « Alors ?» rugit le stélo, qui s'impatiente déjà. Aslak reste silencieux un bref instant, puis il dit « Écoute, Stélo, j'ai réfléchi et je suis d'accord. Ma fille sera ta femme. » Le rouge quitte les joues de Marette, qui deviennent transparentes comme la glace. Aslak ajoute « Cependant, quand on marie ses enfants, on aime réunir ses proches, faire un bon repas et porter ses plus beaux habits. Tu connais les traditions des Samis. » Le Stélo ferme les yeux et se régale déjà de toutes les odeurs de la fête, des costumes chatoyants, des chants au rythme du tambour. Aslak interrompt les rêveries du Stélo. Toutefois, prévenir la famille, préparer les bons plats pour la noce prendra du temps. Mais dans 3 jours, tout sera prêt. Le Stélo grogne, mais il regagne sa grotte en se disant que sa patience sera récompensée. À peine le géant a-t-il tourné le dos que Marette éclate en sanglots dans les bras de sa mère, le corps secoué de tremblements de peur et de colère mêlée. Comment son père a-t-il pu accepter ce mariage? Combien de temps survivra-t-elle dans une grotte glacée avec un mari aussi imprévisible et dangereux? Aslak s'approche de sa fille et la serre contre lui. « Sèche tes larmes, Marette. Les stélos sont aussi bêtes qu'ils sont forts, et je sais comment nous en débarrasser. » Marette se souvient en effet des histoires que l'on raconte sur la stupidité des stélos. Elle reprend peu à peu des couleurs alors que, sans tarder, le père organise son affaire. Préparez de la nourriture et quelques vêtements. Les enfants, chargez les traîneaux, attelez-les aux rênes et filez tous. Je m'occupe du reste. Dès qu'il se retrouve seul, Aslak sort couper et tailler à la hache un sapin. Il emporte la partie la plus épaisse du tronc jusqu'à la tente et l'installe debout près du foyer. Le lendemain, il enfile sur le morceau de bois une tunique bleue éclatant, avec de larges bordures finement brodées. Il y fixe un châle à fleurs avec une broche en argent et pose sur le sommet du tronc une jolie coiffe assortie. Le surlendemain, Aslak ajoute une ceinture tissée et une sacoche en peau. Il s'écarte un peu pour juger de l'effet de sa supercherie. On croit qu'une véritable mariée Sami est installée près du feu, la tête légèrement inclinée. Au 3e jour, Aslak se lève tôt pour tuer le plus maigre de ses rennes et en préparer un ragoût. Il découpe la viande et la met à mijoter avec quelques brins séchés d'oseille et d'angélique, lorsque soudain la marmite se met à trembler. Le géant est déjà là. Il hurle « Voilà 3 jours que je patiente. Où est-elle » ? « Ta future épouse t'attend, Stélo, » répond Aslak en feignant de se réjouir. « Mais où sont les autres invités? Ta femme, tes enfants ?» interroge le géant. « Tous se préparent pour la fête. Je vais aller les chercher, répond l'éleveur. Comme cela, pendant mon absence, tu pourras mieux faire connaissance avec ma fille. Mais sache que Marette est très timide. Sois patient avec elle et surveille bien le ragoût. » Sans plus attendre, Aslak quitte la tente, laissant sa place au géant qui s'installe près du feu. L'éleveur rusé attelle en toute hâte un traîneau et s'enfuit en prenant soin de laisser traîner quelques branches de sapin qu'il avait coupées pour effacer les traces dans la neige. Ravi de se trouver enfin seul avec son épouse, le Stélo entame la conversation. « Alors dis-moi, belle oiselle des neiges, ce qui te plaît en moi. » La mariée en bois se tait. « Mais je me suis fait beau pour toi,
L'as-tu remarqué? Poursuit le géant en caressant le feutre de ses manches. La mariée ne remue même pas la tête. Se rappelant les conseils d'Aslak, le stello ne se fâche pas et décide d'attendre les invités en silence. Cependant, la bonne odeur de viande qui mijote lui chatouille affreusement les narines, et le géant finit par perdre patience. Il s'empare de la louche, la plonge dans la petite marmite noire et en un clin d'œil avale tout le ragoût, sans même penser à en proposer à la mariée. Après un repas aussi savoureux, lui vint l'envie de se reposer. Et pourquoi pas dans les bras de sa promise? Le stello s'approche d'elle et la saisit par la manche. À cet instant, la coiffe de la mariée bascule et le géant s'aperçoit avec horreur que sa femme n'a pas de tête. Il soulève alors la tunique brodée et découvre que sa femme a un corps en sapin. Comprenant qu'Aslak l'a roulé, le stello se met à hurler. Il se rue aussitôt hors de la tente. Fou de rage, il scrute l'obscurité à la recherche d'un feu de camp qui trahirait la présence de l'éleveur et de sa famille. Il distingue soudain une lumière au bout du lac, Vuolvojavri, et s'élance dans sa direction sur la glace. Jamais le stello ne rattrapa Aslak, Maret et leur famille. Et encore aujourd'hui, les Samis racontent cette histoire en ignorant si le géant est mort de froid ou s'il court toujours sur la glace et dans la neige. En revanche, ils sont sûrs que la lumière qu'il a vue au loin, dans la grande nuit polaire, n'était pas un feu, c'était la lune.